Si tu fais déjà de la publicité sur YouTube ou si tu comptes t'y mettre prochainement, je t'invite à rester sur cette vidéo parce que tu vas y découvrir le tutoriel le plus complet en francophonie sur la manière dont tu vas pouvoir lancer tes premières campagnes. Je t'explique ça pas à pas et surtout comment optimiser les campagnes existantes si jamais tu fais déjà de la publicité sur YouTube. Allez, c'est parti! Le but avec ce tuto YouTube Ads, c'est que à la fin de la vidéo, tu sois 100% opérationnel pour créer tes premières campagnes, obtenir tes premiers bons résultats avec YouTube Ads, sans pour autant aller trop loin dans le niveau de détail, parce que forcément, Google Ads, YouTube Ads, ce sont des machines qui commencent à être assez complexes, et donc le but c'est pas de te noyer non plus sous une masse d'informations, c'est te donner le principal pour que tu puisses actionner tout de suite. D'abord, on va voir les prérequis. Je ne vais pas te montrer comment créer un compte Google Ads. Je pourrais le faire dans une autre vidéo, mais ça ne va pas être l'objet de ce tuto. Donc, je vais partir du principe que tu as déjà ton compte Google Ads, que tu as déjà une chaîne YouTube que tu as créée auparavant et que tu as associé à ton compte Google Ads. Si tu ne sais pas comment faire, j'ai justement créé une vidéo sur le sujet dont le lien normalement devrait s'afficher en haut à droite de ton écran. Je pars du principe aussi que ton objectif avec ton site, avec tes vidéos aussi, ça va être de générer des conversions. Donc quand je parle de conversion, ça peut être des ventes si tu fais du e-commerce, du dropshipping, ça peut être des leads, ça peut être du téléchargement d'e-book, de brochures, ça peut être des appels téléphoniques sur ton site ou des formulaires de contact si jamais tu es une entreprise et que tu veux par l'intermédiaire de la pub YouTube générer plus de prospects. Tu as aussi créé au moins un premier clip publicitaire que tu as ajouté sur ta chaîne YouTube en public ou en non répertorié. La différence étant que si tu l'ajoutes en non répertorié, tu pourras la diffuser en publicité mais elle ne sera pas visible au public sur ta chaîne. C'est ce que je recommande régulièrement parce que c'est très rare que tu aies des vidéos publiques qui peuvent convenir et qui peuvent être adaptées à la diffusion sous forme de publicité. Et bien sûr, les prérequis, si tu aimes ce tuto, c'est de t'abonner à ma chaîne parce que il y en aura plein d'autres dans le futur. Allez, on y va, on va voir le sommaire. Donc on va voir d'abord comment mettre en place le suivi des conversions. C'est indispensable si tu veux faire de la publicité en ligne, pas forcément que sur YouTube, mais et peu importe la plateforme, sur Facebook c'est exactement pareil. Si tu n'arrives pas à mesurer les performances de tes campagnes, tu ne sauras pas comment optimiser ou allouer ton budget. Et donc c'est comme si tu jetais l'argent par les fenêtres, ça ne sert strictement à rien de faire de la publicité en ligne si tu n'arrives pas à mesurer si tes objectifs sont remplis ou pas. Donc on va voir tout de suite après comment le faire directement dans la plateforme Google Ads si c'est pas déjà fait. On va voir les différents types d'annonces YouTube Ads, on va en voir deux, celles qui sont les plus utilisées. On va voir aussi quels sont les différents ciblages, on va le voir avant de créer la campagne pour pas que j'ai à te le rappeler au moment où on sera dans la phase de création. On va voir aussi comment segmenter au mieux tes campagnes pour que tu puisses ensuite optimiser et visualiser tes résultats du mieux possible. Et enfin, on va mettre les mains dans le cambouis et on verra en live comment créer une campagne de A à Z. Allez, on y va avec le suivi des conversions, je te retrouve tout de suite dans l'interface Google Ads. Une fois sur votre compte Google Ads, vous allez pouvoir aller mettre en place votre première action de conversion. Ça se passe dans les outils et paramètres, puis dans conversion. Une fois sur la page, cliquez sur le petit plus. Donc là, on va démarrer le paramétrage. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer les conversions. Toi qui m'écoutes, j'imagine que tu veux traquer des formulaires, des demandes de brochures, des demandes de contacts, peu importe, des inscriptions à des webinaires ou autres. Ça se passe toujours sur le site web. Donc, c'est ici qu'il faut cliquer. Ensuite, alors là, on rentre dans le dur. Il va falloir choisir une catégorie. Donc, moi, je pars du principe que tu veux générer des leads. Si tu veux générer des achats sur ta boutique, il faudra cliquer sur achat. Enfin, ça a peu d'importance au final. Ce qui va compter, c'est surtout ce qu'on va paramétrer ensuite. Donc, on donne un nom à l'action de conversion. Donc, moi, je vais l'appeler lead. Si tu connais la valeur de tes leads, c'est bien de les indiquer ici, parce qu'après, tu vas pouvoir mesurer, par exemple, tout ce qui est retour sur investissement publicitaire. Si tu connais pas la valeur de tes leads, que tu veux juste mesurer le nombre de conversions et pas leur valeur, il n'y a pas de problème.
il faut cliquer dans ce cas-là sur ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Au niveau du nombre, donc il y a moyen de traquer d'un côté toutes les conversions, donc ça veut dire que si tu fais plusieurs ventes, si un même internaute fait plusieurs ventes sur ton site, là c'est bien de les faire remonter. Si c'est un internaute qui se trompe et qui remplit 2 fois un formulaire sur ton site, ça sert à rien de compter 2 conversions dans ce cas-là. Donc pour tout ce qui est génération de leads, c'est mieux d'en faire remonter qu'une seule. Donc là, mettre une ici. Encore une fois, si tu veux traquer toutes les ventes que tu fais sur ton site e-commerce, là par contre, il faudra indiquer toutes ici. La période de suivi des conversions, donc ça c'est important, c'est en fait la durée pendant laquelle le cookie va être stocké dans le navigateur de l'internaute. Je te rappelle un peu le fonctionnement. Pour résumer, à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur ton annonce, sur ta pub, Google va générer un cookie qui va stocker dans le navigateur de l'internaute. Et ce cookie-là, il va rester pendant une certaine durée. Donc c'est la durée que tu vas paramétrer ici. Donc si tu laisses à 30 jours et que par exemple l'internaute clique sur ton annonce, revient 31 jours plus tard, par exemple via du référencement naturel ou via une pub sur Facebook, s'il revient après les 30 jours, la conversion ne sera pas comptabilisée dans Google. En revanche, s'il revient avant la fin d'activation du cookie, la conversion sera comptabilisée. Donc c'est important. Si les gens convertissent vite sur ton site, pas besoin non plus de mettre 90 jours, sachant que c'est la durée maximale que tu peux paramétrer. Là, c'est à toi de voir selon ta thématique, ton business. Si tu veux être large, il n'y a pas de souci, tu peux mettre 90 jours, ça pose aucun souci. Période de suivi des conversions après affichage. Donc là, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a des gens qui vont voir ta pub YouTube qui vont pas convertir tout de suite. Il y a des gens qui vont cliquer sur ta pub, il y en a qui vont juste voir ta publicité, mais qui vont pas cliquer, qui vont pas aller sur ton site tout de suite, mais peut-être qu'ils vont te voir ailleurs une autre fois et ils se diront « Ah oui, ce mec-là, je l'ai vu sur une pub YouTube, j'ai bien aimé ce qu'il fait, donc je vais aller télécharger ou je vais aller m'inscrire à son webinaire. » Dans ce cas-là, ça va pas être une conversion classique qui va être comptabilisée sur Google Ads, ça va être une conversion qu'on appelle après affichage. Donc là, pareil, tu peux paramétrer la période pendant laquelle ces conversions-là vont remonter dans la plateforme. Là, tu peux aller par contre de 1 à 30 jours. Moi, généralement, je mets une semaine parce que je pars du principe que quelqu'un qui a visionné une pub au bout d'une semaine, généralement, il ne se rappelle plus trop. Tu peux même mettre moins. Mais bon, moi, généralement, c'est ce que je mets. Inclure dans conversion, donc là, oui, parce qu'on veut faire remonter les conversions au niveau des campagnes une fois qu'on sera dans le tableau de bord des campagnes sur la plateforme. Et on va terminer par le modèle d'attribution. Et le modèle d'attribution, il faut que tu comprennes ce que c'est. Et pour schématiser, je vais prendre l'exemple d'un match de foot. Tu vois, donc si pendant un match, à un moment donné sur une action, tu as l'attaquant qui prend le ballon et qui marque. Il y a sûrement eu une phase de jeu avant qui a amené l'attaquant à se retrouver en situation de marquer et donc de marquer ce but. Donc là, si on parle de modèle d'attribution, il faut se dire quelle est la part d'implication qu'a eu l'attaquant dans le but. Certes, c'est lui qui a marqué, mais il n'a pas été tout seul. Il y a d'autres joueurs qui ont été impliqués, par exemple ceux qui ont fait la passe avant, etc. Et donc là, tu peux pas dire que 100% du but revient à l'attaquant. Même si c'est vrai qu'il a sûrement fait un gros boulot, il n'y a pas eu que lui. Et donc, au niveau de la publicité en ligne, c'est un peu la même chose. Imagine le scénario suivant. Tu fais une publicité sur YouTube, quelqu'un arrive sur ton site, n'achète pas ton produit ou ne s'inscrit pas encore à ta liste email, ne télécharge pas ton e-book. Donc ce que tu peux faire, c'est le recibler ailleurs sur Internet avec des publicités de remarketing. Et là, admettons qu'il voit une autre publicité de toi, par exemple sur une bannière, qui clique dessus et que suite à ce clic, il convertit sur ton site. Là, ce que va faire Google, si tu laisses le modèle d'attribution par défaut qui est le dernier clic, Google va dire 100% de la conversion revient à la publicité de remarketing. C'est elle, en gros, qui a permis la vente. Alors que toi, tu sais très bien que c'est pas vrai. Et que si l'internaute ne t'avait pas découvert via l'annonce YouTube en premier lieu, il n'y aurait jamais eu de vente avec l'annonce de remarketing. Un peu comme le joueur de foot, on ne peut pas dire que c'est uniquement à 100% grâce à l'attaquant qu'il y a le but. Donc c'est pour ça que le modèle d'attribution par défaut, le dernier clic, c'est rarement celui qu'il faut appliquer à ton action de conversion. Comme tu le vois, il y en a plein d'autres, enfin il y en a 5 autres, dont un 6e qui lui n'est disponible qu'à partir du moment où tu génères un énorme volume de conversion, donc on ne va pas en parler ici. Mais chaque modèle est différent et attribue une part de la conversion à un clic selon l'endroit où il est placé. Donc le dernier clic, je viens de l'expliquer, c'est lorsque Google attribue l'entièreté de la conversion au dernier clic. Le premier clic, c'est l'inverse, mais pour le premier clic, linéaire, attribution avec dépréciation dans le temps. Bon, je ne vais pas tous les faire,
parce que sinon ça prendrait quand même pas mal de temps d'aller en détail dans chaque modèle d'attribution. C'est pas l'objet de cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'ailleurs une spécifique dans le futur. Mais c'était simplement pour insister sur le fait qu'il faut absolument changer le modèle d'attribution quand tu crées une action de conversion. Là, en l'occurrence, c'est un peu moins vrai dans le cadre de la génération de leads, parce que souvent ce qui se passe, c'est que l'internaute va arriver sur ta page, soit il convertit et soit il convertit pas. Alors après, c'est vrai que si tu as du remarketing derrière pour faire revenir les gens sur ton site, là ça peut être intéressant de prendre un modèle soit linéaire, soit attribution avec dépréciation dans le temps, ou soit un modèle basé sur la position. Moi, généralement, je choisis toujours le modèle basé sur la position, hormis cas spécifique. Mais je trouve que c'est le modèle qui est le plus adapté à la majeure partie des scénarios. Donc on va partir avec celui-là. Mais toi, je t'invite à creuser un petit peu, regarder la description de chaque modèle d'attribution et choisir celui qui correspond le plus à ton business. Et ensuite, bien sûr, on enregistre. Ensuite, il y a plusieurs façons de configurer la balise. Donc quand on parle de configurer une balise de conversion, ça va être la manière dont tu vas installer le code de tracking sur ton site. Tu peux le faire via Google Tag Manager. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. La méthode la plus rapide, la plus simple en quelque sorte, c'est de l'installer toi-même avec le code que va générer Google Ads. Donc il y a deux codes. Il y a ce qu'on appelle le Global Seed Tag. Donc le Global Seed Tag, c'est un peu comme le pixel générique Facebook. Si tu fais déjà de la pub Facebook, ça va être un code que tu vas devoir ajouter sur toutes les pages de ton site, absolument toutes les pages. Donc ce code-là, si jamais tu utilises déjà un autre produit Google, comme par exemple Google Analytics, tu l'as déjà, logiquement. Et si tu l'as déjà, ça va être un fonctionnement qui va être différent. Donc si tu n'as pas d'autres produits Google, si tu n'utilises pas Google Analytics ou un autre produit Google sur ton site, c'est simple, tu prends tout ce code-là et tu le copies-colles sur toutes les pages de ton site, si possible le plus haut possible dans le code, c'est-à-dire entre les deux balises head. Si tu fais gérer ton site par un développeur, bien entendu, tu lui envoies ça en lui disant que tu veux qu'il mette dans le head, il comprendra, il n'y a aucun souci. Sinon, si tu utilises WordPress, c'est aussi simple normalement d'installer des codes de tracking comme ça sur toutes les pages. Si tu as déjà un produit Google que tu utilises, normalement tu n'auras qu'une petite ligne de code installée sur le Global Seed Tag existant. Voilà, donc là ça va dépendre de la configuration que tu as sur ton site. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette partie-là à ajouter sur toutes les pages, et ensuite il y a une deuxième partie de code que tu vas devoir générer uniquement sur la page qui confirme l'action que doit effectuer l'internaute. Par exemple, si tu veux générer du lead, tu as sans doute une page qui remercie l'internaute. Voilà, il remplit son mail, il valide, il tombe sur une page, merci pour l'inscription, etc., etc. Mais en fait, c'est au chargement de cette page-là, de cette page de confirmation, que tu vas générer ce petit code ici pour, en gros, faire remonter l'information à Google, comme quoi l'internaute a converti, il a effectué l'action que tu désires. Donc je récapitule, tu as deux bouts de code, celui en haut que tu dois installer sur l'ensemble de tes pages et celui juste en bas pour afficher uniquement sur la page de confirmation d'action. Une fois que tout ça c'est fait, on clique sur suivant. Voilà, on a le récapitulatif. On clique sur OK. Et là, notre action est bien enregistrée. On a toutes les infos, la période de suivi, un seul, inclure dans conversion, tout est OK. Maintenant, on va voir les différents types d'annonces disponibles sur YouTube avec un focus sur les deux formats que je conseille. D'un côté, on a le TrueView InStream et de l'autre, le TrueView Discovery. On va commencer par le TrueView Discovery parce que c'est pas un format qu'on va voir aujourd'hui. C'est un format qui, comme son nom l'indique, est plus dédié à la notoriété pour qu'on vous découvre, en fait. Ce sont des annonces qui vont être différentes des autres parce qu'il y a ce petit encart. Annonce, bon là c'est en anglais, mais sur YouTube en français ce sera bien entendu marqué annonce. Ce sont des annonces qui vont s'afficher au niveau des résultats de recherche YouTube, au niveau des vidéos suggérées. Alors quand on est sur PC, c'est sur la colonne de droite,
ou sous la vidéo quand on est sur mobile. Et enfin, ça va aussi s'afficher sur la page d'accueil de YouTube quand on est sur mobile. C'est pas le format le plus adapté quand on veut générer du lead, des ventes, des conversions. Le format le plus adapté pour ça, c'est le TrueView In-Stream. Donc In-Stream, ça veut dire que c'est une publicité qui va être diffusée dans le flux en fait de votre vidéo. Si tu passes un peu de temps sur YouTube, tu as dû remarquer que quand tu lances une vidéo, il y a souvent une publicité qui est diffusée au début, avec un petit bouton qui va s'afficher au bout de 5 secondes qui permet de désactiver la publicité. Le gros avantage aussi de ce format-là, c'est le mode de facturation. Ça permet de générer des leads très peu chers. Donc d'un côté, parce que YouTube en ce moment, il y a très peu de concurrence, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais surtout, ce format-là, il permet de ne payer que pour des internautes qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait. Tout simplement parce que si l'internaute skip ta vidéo dans les 5 secondes, même dans les 25 secondes, tu vas pas payer, tu vas rien payer parce que Google va facturer une vue à partir de 30 secondes si jamais l'internaute n'interagit pas avec la publicité, s'il ne clique pas dessus, tu ne vas être facturé qu'au bout de 30 secondes ou si l'internaute clique sur un lien dans ta vidéo. Quand on est sur PC, il y a aussi ce qu'on appelle une companion banner là, qui va s'afficher ici, en haut à droite. Et il y a également la possibilité de mettre un call to action dans la vidéo. Mais ça, on va le voir quand on sera en train de paramétrer la campagne. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, ce sont les deux formats les plus utilisés avec un focus quand même sur le TrueView In-Stream parce que c'est celui, si jamais tu veux générer du lead, que tu dois utiliser en priorité. Maintenant, les différents ciblages. Alors, il y a plusieurs ciblages qui sont classés dans deux grandes catégories. D'un côté, tu as le ciblage par audience et d'un autre côté, tu as le ciblage par contenu. Dans le ciblage d'audience, on va s'intéresser à l'individu et on va retrouver plusieurs types de ciblage. Le plus puissant, le plus qualitatif étant le remarketing. Parce qu'avec le remarketing, tu vas t'adresser à des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà consommé ton contenu, qui sont déjà allés sur ton site, qui se sont abonnés à ta chaîne, qui ont vu tes vidéos, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai fait par ailleurs une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer plein de listes de remarketing sur YouTube. Le lien doit normalement s'afficher en haut à droite de ton écran, mais c'est ce qu'il y a de plus qualitatif. Si tu as un petit budget, démarre par le remarketing. C'est là où tu auras les meilleures performances. Ensuite, on a le ciblage démographique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vas pouvoir par exemple ne cibler que les femmes si jamais tu t'adresses qu'aux femmes. Tu vas pouvoir cibler des catégories d'âge. Donc si par exemple tu vends un produit pour les seniors, tu vas pouvoir sélectionner des personnes qui ont plus de 55 ans par exemple. Ensuite, on a des audiences qui sont très qualitatives aussi, qu'on appelle audience sur le marché. Tout simplement parce que Google va pouvoir identifier par rapport au comportement de l'internaute s'il est au train de rechercher un produit ou un service en particulier. Je donne un exemple, si moi demain j'ai envie d'acheter une voiture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur YouTube, je vais commencer à regarder des comparatifs, je vais taper des mots-clés spécifiques sur Google, peut-être liés à un véhicule qui m'intéresse, et donc Google, à travers tout ça, il va pouvoir me mettre dans une liste d'audience qu'il a lui-même paramétrée et qui en fait rassemble tous les gens qui sont en train de rechercher une voiture. C'est pour ça que ce sont des audiences qui sont mises à jour très régulièrement, qui sont assez court-termistes, hein. C'est des audiences dans lesquelles les internautes ne restent pas très longtemps, et c'est pour ça aussi que c'est très performant généralement parce que si toi tu es dans un business qui correspond à une liste d'audience sur le marché, ça peut être très puissant parce que Google arrive très bien justement à identifier par rapport au comportement récent des internautes ce qu'ils sont en train de rechercher en fait, hein, par quoi ils sont intéressés là tout de suite à l'instant T. Ensuite on a les événements de la vie, donc là aussi ça peut être hyper puissant selon ce que tu vends, mais Google encore une fois par rapport au comportement de l'internaute, il va pouvoir savoir s'il est sur le point de se marier ou de créer une entreprise par exemple, hein. Il y a plein d'autres événements, on pourra les voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais il faut savoir que c'est possible aussi de se cibler par rapport à certains grands événements de la vie. Enfin, on a les audiences d'affinité, donc là c'est assez similaire aux audiences sur le marché, sauf que là ce sont des audiences qui sont beaucoup plus importantes et contiennent plus de monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas cet effet court terme. Ce sont des audiences plutôt dans lesquels les internautes restent longtemps, tout simplement parce qu'il est basé plutôt sur les habitudes, sur les préférences propres à chaque individu. Voilà, si toi t'aimes le foot, il y a de fortes raisons que tu aimes le foot maintenant et que tu aimes le foot dans 5 ans, et par rapport à ce que tu fais sur internet, Google va pouvoir identifier que tu aimes le foot. Hein, si tu vas toutes les semaines voir les résumés des matchs de la Ligue 1, forcément Google sait que tu aimes le foot et donc il va te laisser dans cette liste-là pendant un temps assez long. Et c'est pour ça que ces audiences-là marchent un peu moins bien que les audiences sur le marché. Alors je ne vais pas faire de généralité, il faut tester, mais il faut en connaître le fonctionnement pour pouvoir les utiliser au mieux. Ensuite, on a le ciblage par contenu, où là, comme son nom l'indique, on va plus s'intéresser
à l'internaute, à ses préférences, à son comportement qu'il a eu précédemment sur Internet, mais plutôt au contenu qu'il est en train de regarder. Et on va pouvoir cibler de différentes manières, soit avec des mots-clés, soit par l'intermédiaire de thèmes, ou soit directement avec des emplacements. Donc les mots-clés, ça va être une liste de mots-clés que l'on va rentrer au niveau de la création de la campagne, et le but c'est de sélectionner un maximum de mots-clés en lien avec son produit, son service. Et en fait, Google va aller cibler directement les vidéos qui sont en lien avec les mots-clés que l'on a renseignés. Elle va aussi aller diffuser des publicités auprès des internautes qui sont allés sur des sites liés à les mots-clés que tu as renseignés. Voilà, donc ça, il faut que ce soit bien utilisé. C'est pour ça que ce que je recommande, c'est toujours de créer des listes de mots-clés qui sont dans des thèmes bien précis. Un exemple, si tu vends un produit pour la minceur, tu peux mettre une liste de mots-clés liés à la minceur, comme par exemple perdre du poids, perdre du ventre, comment maigrir, etc. etc. Mais ne va pas au milieu de cette liste intégrer des mots-clés comme musculation, programme musculation, qui sont quand même, alors certes c'est dans la même thématique, de la fitness, du bien-être, mais ça concerne quand même deux choses qui sont assez différentes. Et donc plus tu arrives à créer des listes de mots-clés dans un thème assez resserré, meilleures sont tes performances et plus tu pourras te dire que telle ou telle thématique marche bien, sachant que tu auras bien cloisonné en fait tes listes de mots-clés. Voilà, donc ça c'était la recommandation pour les mots-clés. Ensuite tu as les thèmes. Donc là c'est simple, par exemple si tu veux diffuser tes vidéos de pub uniquement sur des vidéos qui parlent de voitures, tu vas pouvoir sélectionner le terme automobile et Google va automatiquement diffuser tes annonces sur les vidéos qui sont dans le ou les thèmes que tu as sélectionnés. Et ensuite, un ciblage qui peut être hyper puissant si jamais tu l'utilises bien, c'est le ciblage par emplacement où là, clairement, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir tout simplement aller voler le trafic de tes concurrents si jamais tes concurrents monétisent leur chaîne. Voilà, donc là, tout ce qu'on voit, en fait, ce n'est valable que pour les chaînes qui sont monétisées, bien sûr. Il y a de la pub chez les youtubeurs qui ouvrent leur chaîne à la publicité, donc qui monétisent. Donc c'est pareil au niveau des emplacements. Si jamais tu mets des vidéos ou des chaînes qui ne sont pas monétisées, tes vidéos ne seront pas diffusées dessus. Par contre, si tu identifies parmi tes concurrents, parmi les gens qui font la même chose que toi, des youtubeurs qui monétisent leur chaîne, tu vas tout à fait pouvoir aller sélectionner toutes leurs vidéos ou leur chaîne et l'intégrer directement en ciblage de ta campagne. Voilà, donc ça, ce sont les 3 types de ciblage par contenu. Et maintenant, on va passer tout de suite à comment bien structurer sa campagne. On va parler de la segmentation des campagnes parce que ça fait partie des choses les plus importantes quand on se lance dans la publicité YouTube. Ce qu'il faut, c'est dès le début, bien organiser ses campagnes pour les segmenter au mieux, bien les cloisonner, pour bien analyser ses résultats, bien optimiser et pouvoir faire croître son compte, scaler de manière la plus facile possible. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est la structure que j'utilise avec tous les clients que j'accompagne sur YouTube. J'ai beaucoup expérimenté, testé, et au fil du temps, la structure que j'ai retenue, c'est celle dont je vais te parler juste après. Et c'est celle que j'applique d'ailleurs à chaque fois que je lance une nouvelle campagne. Donc, au niveau de la campagne, c'est là où tu vas pouvoir paramétrer ton budget, ta zone géographique. Donc ça veut dire que si tu veux cibler indépendamment un pays puis l'autre, il faudra créer 2 campagnes différentes. Ça, dans tous les cas, c'est Google qui l'oblige par rapport à la manière dont les paramètres sont configurés. Tout ce qui est ciblage, budget, tout ce qui est budget, zone géographique et stratégie d'enchère, tu vas le régler au niveau de la campagne. Moi, ce que je fais, et ça c'est important, c'est que je crée une campagne par ciblage. Voilà. Donc là, le ciblage, on vient de les voir juste avant. Donc ça veut dire que d'un côté, si je veux cibler par audience d'affinité, par exemple, je vais créer une campagne audience d'affinité. Si d'un autre côté, je veux, pour le même produit, cibler par mots-clés, je vais créer une autre campagne où je vais utiliser le ciblage par mots-clés. Moi, je cloisonne comme ça et ça va me permettre d'identifier facilement quel est le ciblage qui fonctionne bien, quels sont ceux qui fonctionnent moins bien, et ensuite de pouvoir, pour chaque ciblage, augmenter, baisser le budget, peut-être modifier un peu la stratégie d'enchère aussi selon les résultats pour justement pouvoir optimiser au mieux l'ensemble des performances du compte. Et ensuite, donc ça c'était le niveau 1, on a le niveau campagne, ensuite au niveau 2 on a les groupes d'annonces. Donc moi je segmente les groupes d'annonces par appareil. Donc d'un côté on va avoir un groupe d'annonces qui va cibler uniquement les ordinateurs et d'un autre côté on va avoir un groupe d'annonces qui va cibler uniquement les mobiles et les tablettes. Tout ça pourquoi ? Parce que pour une même annonce, pour un même produit, on peut parfois avoir des disparités énormes entre les performances sur PC et les performances sur mobile. Donc c'est bien de pouvoir aussi avoir un contrôle
à ce niveau-là pour pouvoir aussi ajuster, soit désactiver par exemple les PC si on voit que les performances sur PC sont trop mauvaises, ou inversement. Qui dit segmentation dit contrôle. Hein, c'est toujours lié, plus on segmente et plus on a de contrôle. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien segmenter au niveau du PC et au niveau des mobiles, au niveau du groupe d'annonces. Et ensuite, mais ça c'est pareil pour beaucoup de plateformes, forcément, après au dernier niveau on a les clips publicitaires. J'en ai mis 3, parce que généralement c'est ce que je recommande à mes clients, c'est minimum 3 clips publicitaires par groupe d'annonces pour qu'on puisse pouvoir tester avec, dans l'idéal, des clips publicitaires qui ont des contenus complètement différents. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est varier les angles marketing. Par exemple, si on a un angle qui cible un peu les peurs, par exemple, voilà, où on va jouer sur les peurs de l'internaute, de l'autre côté, on sera plus sur un marketing où on va appuyer sur les pain points. Voilà, on va varier en fait les angles marketing à l'intérieur de chaque clip pour ensuite pouvoir identifier là où il faut appuyer pour créer d'autres clips ensuite et les optimiser comme ça au fur et à mesure. Maintenant, on passe à la pratique. Je te donne rendez-vous tout de suite directement dans l'interface pour qu'on puisse voir ensemble comment on lance sa première campagne sur YouTube. Une fois sur Google Ads, tu vas cliquer d'abord sur toutes les campagnes, puis campagne ici, et enfin sur le bouton plus pour lancer la création d'une nouvelle campagne. Dans les objectifs, on va choisir prospect parce que nous, on veut générer des leads. Si tu veux générer des ventes sur ton site e-commerce, tu cliqueras sur vente, même si derrière, les configurations seront identiques. Dans la création d'une campagne, tu vois qu'on peut aussi créer une campagne sans objectif. Mais là, pour une campagne vidéo, quand on veut générer du lead, il faut cliquer sur prospect pour qu'on puisse avoir accès aux stratégies d'enchères liées à la génération de conversion. Donc du coup on y va, prospect, puis bien sûr campagne vidéo, on veut générer des conversions, c'est bon, continue. Alors là il va falloir que tu donnes un nom à ta campagne. Moi ce que je te recommande c'est d'avoir une stratégie claire quant au nommage de tes campagnes. Moi je les nomme toujours de la même manière et je t'invite à faire la même chose, pas de recopier la méthode, même si je trouve qu'elle est quand même assez claire. Tu peux très bien les nommer de la façon que tu veux, mais trouve une manière de les nommer qui soit cohérente pour que une fois que tu seras sur ton tableau de bord, que tu puisses savoir exactement l'objectif, la stratégie d'enchère de chaque campagne et que tu puisses t'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc moi celle-là, je vais commencer par l'appeler IS parce que ça va être une campagne in-stream. Si c'était une campagne Discovery, j'aurais mis par exemple disque pour Discovery ou DIS, peu importe. Tu peux aussi commencer par l'appeler V pour campagne vidéo, enfin peu importe. En tout cas, moi je vais l'appeler IS pour in-stream. Ensuite, généralement, ce que je fais, c'est que j'indique la stratégie de conversion que je vais utiliser. Donc là, je vais mettre maxconv pour maximiser les conversions. On va voir juste après ce que c'est, parce que je ne l'ai pas abordé avant dans le PowerPoint. On va voir ça tout de suite après. Ensuite, j'indique le ciblage que j'utilise. Donc là, on va commencer par exemple par viewer pour les vues de vidéo, mais toi tu peux très bien l'appeler vue de vidéo si tu veux, d'ailleurs on va le mettre en français, ça sera mieux. Et ensuite, généralement, je mets FR, je mets la zone géographique que j'ai ciblée. Voilà. Donc ensuite, stratégie d'enchère, donc ça c'est super important, tu vas avoir le choix entre deux stratégies d'enchère. Tu vois, maximiser les conversions ou CPA cible. Moi, je te conseille toujours de démarrer, surtout si tu démarres sur un compte vierge qui n'a aucun historique de conversion, de démarrer avec maximiser les conversions. Pourquoi ? Parce qu'avec cette stratégie-là, l'objectif de Google, ça va être d'aller te chercher un maximum de conversions tout en respectant ton budget. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans les débuts, probablement, tu vas avoir des conversions qui vont arriver, qui seront peut-être un peu chères, parce que l'algorithme va commencer à accumuler de la data et il va au fur et à mesure cibler plus précisément les gens qui ont le plus de chances de convertir, et c'est pour ça que tu vas voir ton coût par conversion qui devrait baisser au fur et à mesure du temps, sachant qu'une stratégie d'enchère automatique telle que celle qui sont ici, ce sont deux stratégies d'enchère automatiques, il faut à peu près au moins 7 jours avant que l'algorithme puisse obtenir assez de données pour pouvoir optimiser de manière efficace. Pourquoi je démarre rarement avec CPA cible ? Parce que dans le cadre du CPA cible, tu vois, on va te demander de mettre un CPA cible, c'est-à-dire le coût par conversion optimal que tu aimerais obtenir. C'est ce que tu mets généralement. Là, on me dit, tu vois que le CPA cible moyen pour une campagne vidéo, c'est entre 11 € et 27 €. Donc en fait, là, l'algorithme, il se base sur ce qui se fait généralement sur une campagne vidéo sur Google Ads. Parce que, encore une fois, on n'a aucun historique
de conversion sur le compte. Si toi, tu as déjà un compte avec des conversions, si tu as déjà des campagnes YouTube en place, le système va te proposer un CPA cible qui est cohérent avec ton historique. Moi, sur ce compte-là que j'ai créé pour l'occasion, j'ai aucun historique de conversion. C'est pour ça que je préfère commencer avec une stratégie maximiser les conversions, parce que le problème avec le CPA cible, c'est que si tu mets un CPA qui est ton objectif à toi, il risque d'être trop faible au début, et donc tes campagnes risquent de très peu diffuser parce que le système, l'algorithme, va se dire qu'il est impossible pour lui d'aller chercher des conversions au niveau de CPA que tu lui as donné. Donc ce que je fais généralement, je commence par maximiser les conversions, c'est pour ça que j'ai mis MaxConv ici dans le nom de ma campagne. J'attends que la campagne commence à accumuler pas mal de conversions avant ensuite de passer généralement au CPA cible en indiquant un CPA qui soit pertinent avec l'historique de la campagne. Après on passe au budget. Donc le budget, tu peux choisir entre quotidien ou si jamais tu lances une campagne événement par exemple et que tu as X euros à dépenser sur X jours par exemple, tu peux indiquer le budget que tu as sur la globalité de la campagne. Mais bon, dans 99% du temps, on a des campagnes qu'on veut gérer, qu'on veut lancer sur du long terme et donc on indique un budget quotidien. Là pour l'exemple, je vais mettre 10 euros. Ensuite, au niveau du mode de diffusion, ça c'est pas important, sachant que le mode de diffusion accéléré va être arrêté et donc le mode standard sera le mode par défaut. Le réseau. Donc là, tu as la possibilité de choisir déjà de diffuser sur le site YouTube. Donc ça, par défaut, forcément, tu vas diffuser sur YouTube. Maintenant, tu as aussi la possibilité de diffuser tes vidéos sur les sites partenaires du réseau Google, donc le réseau display. Donc en gros, si tu coches cette case-là, tes publicités vont potentiellement diffuser sur des sites différents de YouTube, des sites qui appartiennent au réseau partenaire display. Généralement, les performances sur le réseau display sont inférieures à celles qu'on peut obtenir sur YouTube. C'est pour ça que généralement, moi je décoche. Surtout que toi, tu n'auras peut-être pas un budget extensible et que déjà, l'inventaire sur YouTube est déjà énorme. Et donc, tu auras largement de quoi dépenser ton budget tout en restant uniquement sur YouTube. Si jamais demain, tu commences à vouloir dépenser beaucoup plus tout en te rendant compte que tu es limité avec YouTube, tu pourras très bien revenir dans les paramètres de ta campagne et activer les partenaires pour pouvoir diffuser un peu plus largement sur d'autres sites et voir les performances que tu peux y obtenir. Au niveau des langues maintenant, donc si tu diffuses en France, autant choisir le français. Donc là, les paramètres de langue, ils vont être déterminés par rapport à la langue du navigateur de l'internaute. Si un internaute a un navigateur en langue française, c'est ça qui va être pris en compte là dans le paramétrage de langue au niveau de ta campagne. La zone géographique, moi je veux rester en France, donc je laisse la France, pas de problème. Mais tu vois, tu peux saisir uniquement un département, tu peux saisir plusieurs pays, voilà, il n'y a pas de problème. Moi je vais rester sur la France. Maintenant, on va parler des exclusions de contenu. Alors les exclusions de contenu, ça va être pour pouvoir affiner la diffusion de tes campagnes. Alors tu vois, ça indique déterminer où vos annonces peuvent être diffusées. En fait, ça va te permettre de limiter la diffusion de tes campagnes sur certains emplacements qui peuvent être un peu touchy, comme par exemple des contenus grossiers, des contenus qui ne sont pas adaptés aux personnes mineures, par exemple. Et en fait, tout ça, tu peux le paramétrer ici, au niveau des exclusions de contenu. Donc, ça démarre par le type d'inventaire. Donc moi, je l'ai déjà paramétré au niveau du compte. Tout ça, toutes ces exclusions de contenu, les types et libellés exclus, tu peux très bien les exclure au niveau des paramétrages du compte pour que tu n'aies pas à les reparamétrer à chaque fois que tu recrées une nouvelle campagne. Moi, je l'ai fait au niveau du compte, c'est pour ça que mes réglages sont pré-remplis. Moi, j'ai choisi l'inventaire standard, c'est ce que tu vas choisir si tu es comme 80% des annonceurs. Tu peux aussi avoir un inventaire étendu, donc là, c'est si tu n'es pas trop strict avec l'inventaire sur lequel tu veux diffuser. Donc ça va dépendre vraiment du produit-service que tu as à promouvoir et de tes objectifs. Tu peux également choisir de limiter plus strictement ta diffusion en choisissant un inventaire limité.
Et donc en fait tu vas pouvoir comparer les différents types d'inventaire en cliquant ici. Je ne vais pas le faire, mais ça te donnera un ordre d'idée vraiment sur les différences entre les différents types d'inventaire. Pareil ensuite au niveau des types et libellés exclus, tu vois, tu peux désactiver la diffusion de tes campagnes sur certains emplacements. Voilà, moi je l'ai déjà fait sur ce compte-là, dans les paramétrages du compte encore une fois. Mais là, tu vois, si jamais tu veux éviter que tes campagnes diffusent sur des vidéos YouTube diffusées en direct, sur du streaming vidéo, ça se fait beaucoup, eh ben, tu vas cocher cette case. Tu peux aussi cocher cette case si tu veux pas que tes publicités diffusent sur des vidéos intégrées. Donc là, c'est les vidéos YouTube que les éditeurs de sites intègrent sur leur page. Par exemple, si moi demain sur mon blog, je veux mettre une de mes vidéos, je vais l'intégrer. Et donc potentiellement, la publicité d'un annonceur pourrait être diffusée à cet endroit-là. Bon, moi dans mon cas, ce ne serait pas le cas parce que je n'ai pas activé la monétisation de ma chaîne, mais sur quelqu'un qui l'aurait fait, typiquement, la publicité pourrait apparaître à ce niveau-là. Donc si tu ne veux pas apparaître sur ces vidéos intégrées, tu coches la case. Et ainsi de suite. Maintenant, on va passer aux paramètres supplémentaires. Donc ça, c'est important. Donc si tu vois, tu as plusieurs conversions, si tu as paramétré plusieurs types de conversions, nous, on n'en a paramétré qu'une, je te l'ai montré tout à l'heure, mais si toi, tu as plusieurs conversions, par exemple lead, vente, et que tu veux optimiser spécifiquement ta campagne pour une de ces conversions, tu pourras le faire ici. Voilà, donc moi, je vais utiliser tous les paramètres du compte parce que j'en ai qu'une. Mais si tu en as plusieurs, c'est ici que tu pourras sélectionner l'action de conversion qui t'intéresse. Tu peux même en sélectionner plusieurs, il n'y a pas de problème. Les appareils, donc là c'est important, moi je décoche toujours les écrans TV, parce que forcément quand on veut générer du lead, on veut que la personne puisse cliquer sur notre annonce pour aller sur notre site et convertir. Donc si elle est devant sa télé, sachant qu'il y a de plus en plus de télé connectées, c'est pour ça que maintenant c'est devenu une option disponible dans le ciblage par appareil. Il faut absolument décocher les écrans de TV. Le nombre limite d'exposition, donc là c'est ce qu'on appelle capping en anglais, c'est un mot que tu pourras retrouver si jamais tu regardes d'autres vidéos ou si tu lis des articles sur le sujet. Donc le nombre limite d'exposition, tu peux limiter le nombre d'impressions et de vues sur ta publicité. Donc moi ce que je fais déjà c'est que je limite le nombre d'impressions. Généralement ce que je mets c'est un standard, je mets une dizaine d'impressions, une douzaine par semaine. Et le nombre de vues je limite à... Par mois, j'en mets 3 ou 4, donc on va en mettre 4. Pourquoi ? Parce que je me dis que, alors déjà, il y aura des vues qui seront entre guillemets accidentelles. Ça veut dire que ta publicité peut être diffusée alors que, même si c'est quelqu'un qui est super qualifié, qui est devant son internaute et qui correspond exactement à la personne que tu veux cibler, ça se peut qu'au moment où la pub diffuse, elle soit pas devant son écran, qu'elle ait l'onglet ouvert dans son navigateur et qu'elle fasse autre chose à côté. Voilà, tu peux perdre des vues comme ça, mais tu n'auras pas 4 vues accidentelles pour le même internaute. Même s'il en rate une ou deux, il finira forcément par l'avoir. Et donc c'est pour ça que j'en mets un petit nombre et sur une longue période pour ne pas perdre des vues, pour ne pas dépenser des vues inutilement. Donc c'est pour ça que je limite par semaine aussi pour, là au niveau des impressions, ça va être le nombre de fois que ta publicité va être diffusée pour la même personne, donc sans qu'il y ait une vue, là cette fois-ci. Et donc là, pour pas, entre guillemets, spammer les internautes avec mes publicités, ce qui peut être très chiant à la longue, je limite le nombre d'impressions au niveau des semaines, j'en mets une douzaine, donc ça fait à peu près 2 par jour. Un peu moins. Après, toi, selon tes objectifs, si tu veux vraiment qu'on te voit beaucoup, tu pourras mettre une limite, là, par exemple, par jour. Et mettre même 20 par jour si vraiment tu veux que les internautes te voient partout. Après, c'est un bon... il faut vraiment placer le curseur au bon endroit entre assez diffusé et pas assez. Parce qu'en plus de ça, si tu as une audience assez limitée, moi, je te conseille de limiter un peu moins le capping, le nombre limite d'exposition au niveau des impressions. Le calendrier de diffusion, donc là ça va être si jamais par exemple tu veux vendre ton service et que toi tu le vends par téléphone et que tu as des opératrices ou des opérateurs qui répondent au téléphone durant une période qui est assez limitée dans la journée. Par exemple si tu as un standard téléphonique et que tu ne prends uniquement des appels par téléphone et que ton standard est ouvert entre 8h et midi du lundi au vendredi, tu peux régler le calendrier de diffusion pour que tes publicités ne diffusent que durant cet intervalle de temps que tu auras sélectionné ici. Sache que le calendrier de diffusion il est aussi disponible au niveau des paramètres de ta campagne.
Une fois qu'on a terminé les réglages des paramètres de la campagne, on passe à la création du premier groupe d'annonces. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, pour chaque campagne, je vais créer 2 groupes d'annonces, un pour les mobiles tablettes, un pour les PC. Donc là, vu qu'on est dans la campagne vue de vidéo, avec le ciblage vue de vidéo, je vais créer un premier groupe d'annonces, vue de vidéo, PC par exemple. Ensuite, tu vois, il y a 2 grands types de ciblage dont j'ai parlé tout à l'heure, le ciblage par audience et le ciblage par contenu. Dans le ciblage par audience, on va commencer par les données démographiques. Donc là, c'est ce que je te disais. Si jamais tu as un produit pour les femmes, tu vas sélectionner que les femmes ou femmes plus inconnues. Là, je fais un bref aparté par rapport aux inconnus. Les inconnus, ce sont les personnes que Google, entre guillemets, ne connaît pas. Il faut savoir que Google sait si tu es un homme ou une femme. Lorsque tu crées un compte Google, c'est du déclaratif. Quand tu crées un compte Google, tu donnes ta date de naissance, ton nom, prénom, tu dis si tu es un homme ou une femme, et c'est grâce à ces informations-là que la personne va donner au moment de la création de son compte Google que Google va du coup ensuite te mettre dans les cases homme-femme. Les personnes qui n'ont pas de compte Google, forcément Google ne va pas savoir si ce sont des hommes ou des femmes, et ils vont rentrer dans la case inconnue. C'est pour ça que si tu as un produit uniquement pour les femmes et que tu ne sélectionnes uniquement les femmes, tu vas quand même te priver des femmes qui seront devant leur ordinateur mais qui n'auront pas créé de compte Google. Donc c'est pour ça que si tu as vraiment un budget hyper limité, moi ce que je te conseille c'est bien entendu de ne cibler uniquement les femmes, comme ça tu seras sûr à 100% de cibler les personnes qui t'intéressent. Si jamais tu as un peu plus de budget ou si jamais tu te rends compte après coup que ta campagne ne diffuse pas assez, tu pourras très bien sélectionner les inconnus par la suite. Moi, dans ce cas précis, c'était juste pour un exemple, donc je ne vais rien sélectionner, mais c'est ici que tu peux faire le réglage. Tu pourras aussi le faire dans les paramétrages de ton groupe d'annonces. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réglages qu'on va faire là, ils ne sont pas figés, à part la stratégie d'enchère qu'on a sélectionnée au début, et encore que non. Même la stratégie d'enchère, tu pourras la modifier par la suite. Voilà, donc tout ce qu'on a réglé en fait jusqu'à maintenant, tu pourras très bien revenir dessus après. Donc c'est pas non plus super grave si jamais mais t'es pas sûr de toi sur les réglages, c'est pas grave, tu pourras très bien revenir dessus après. Donc moi comme j'ai choisi vue de vidéo pour commencer, je vais aller choisir l'audience qui m'intéresse. Et là, les vues de vidéo, ce sont dans les audiences de remarketing. Et donc les audiences de remarketing, ça se situe dans les interactions des utilisateurs avec votre entreprise. Tu vois, c'est marqué remarketing et audience similaire. Pour les autres audiences dont j'ai parlé tout à l'heure, on a les audiences d'affinité qui se trouvent ici. On a les audiences sur le marché qui se trouvent ici. On a les événements de la vie qui se situent ici. Non, elles se situent même pas là en fait. Elles se situent ici, les événements de la vie, pardon. Et on a aussi les données démographiques détaillées, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut aussi cibler par rapport à un niveau d'éducation, on peut aussi cibler uniquement des locataires, uniquement des propriétaires. Voilà, c'est hyper précis, on a vraiment énormément de choix au niveau du ciblage. Mais moi, encore une fois, de la manière dont je vais segmenter mes campagnes, je ne vais sélectionner qu'un seul type de ciblage, et là, ça va être du remarketing et je vais choisir les vues de vidéo. Donc là, je vais prendre les vues de vidéo naturelles. Donc tous ceux qui sont allés sur YouTube et qui sont tombés sur une de mes vidéos que j'ai diffusées naturellement, enfin qui n'ont pas été diffusées via la publicité. Voilà. Donc, je vais ne prendre que cela. Les mots-clés, tout ça, je pourrais les choisir dans une autre campagne. Je vais prendre une de mes vidéos au hasard sur ma chaîne. Donc je copie et je colle l'URL de la vidéo ici. Voilà, donc on voit qu'elle s'affiche là. Ensuite, au niveau du paramétrage de l'annonce. Donc on commence, comme je l'ai fait là, par mettre l'URL de la publicité, du clip publicitaire que l'on a déjà créé. C'était les prérequis pour ce tutoriel, il faut que tu aies déjà créé un clip publicitaire. Donc soit tu utilises une vidéo que tu as déjà en public sur ta chaîne, mais ça je ne te le recommande pas, soit tu crées un clip spécialement pour l'occasion, tu le mets en non répertorié sur ta chaîne, et tu copies-colles l'URL ici. Moi j'ai pris une vidéo au pif pour l'exemple bien sûr. L'URL finale, tu mets l'URL de ta page de destination, mon site.com, voilà, page.
L'URL affichée, c'est ce qui va s'afficher ici quand on est sur mobile et sur ordinateur. Ça va s'afficher également ici, dans la bannière en haut à droite, et ici dans le bouton, enfin, au niveau du de la petite bannière qui va s'afficher là. Donc moi je vais laisser mon site.com. L'incitation à l'action, hein, c'est ce qu'on appelle aussi call to action en anglais, c'est ce qui va s'afficher dans le bouton bleu ici. Alors tu peux tout écrire en minuscule, il n'y a pas de souci, sachant que ça sera toujours affiché dans le bouton en majuscule. Donc tu vois, tu peux mettre découvrir, tu peux mettre acheter, tu peux mettre n'importe quelle incitation à l'action, tout en sachant que tu n'as que 10 caractères. Donc là, il va falloir être créatif parce que, par exemple, en savoir plus, voilà, ça ne rentre pas. Il y a plein d'incitations qui pourraient être bien, mais tu n'as que 10 caractères, donc il faut faire assez bref. Et ensuite, le titre, c'est ce qui va s'afficher ici, voilà, en gras. Donc s'il n'y a rien, généralement, ça va afficher le nom de ta chaîne ou le titre, je crois, de ta vidéo si elle est assez courte. Mais le mieux, c'est d'en mettre un qui correspond à ta publicité. Voilà, donc je sais pas, moi, webinaire, une conférence, voilà, peu importe. Conférence gratuite, et encore, ça rentre pas. Là, pareil, il va falloir être bref. Et le but ici, de cette incitation à l'action et du titre, ça va être de donner envie à un internaute d'aller plus loin, d'aller cliquer. Il y a d'un côté ta vidéo qui doit faire le job et qui doit être assez bien construite pour donner envie à l'internaute d'aller cliquer, mais également le bouton, le titre, tout ça rentre dans la composition de ta publicité d'un point de vue global. Et le but vraiment, c'est de faire en sorte, d'un côté avec la vidéo, de bien cibler ton client idéal, et l'incitation à l'action, le titre, de bien lui faire comprendre ce qu'il va trouver aussi après. Hein, si tu parles d'une conférence en ligne dans ta publicité, fais en sorte qu'on retrouve la même chose au niveau de ton bouton d'appel à l'action et au niveau de ton titre. Ensuite, au niveau de la bannière. Alors la bannière, c'est ce qui va s'afficher au niveau des ordinateurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, ici, là, tu as une bannière. Une bannière qui fait 300 par 600 pixels, donc tu peux très bien soit la faire toi-même, soit la faire faire par une graphiste ou un graphiste, soit, si tu n'as pas la possibilité de le faire, tu peux également prendre le réglage par défaut. Par exemple, moi il m'arrive souvent de faire des tests d'incitation à l'action, où sur une annonce je vais mettre découvrir, et sur une autre annonce, je vais mettre une autre incitation à l'action pour pouvoir tester et voir si les incitations à l'action ont un impact sur les performances de l'annonce. Par exemple, là, je vais mettre annonce 1 et incitation X, par exemple, et ensuite, je vais dupliquer l'annonce et je vais utiliser la même vidéo, mais avec une incitation différente pour pouvoir tester, les mettre en concurrence et voir s'il n'y en a pas une qui marche mieux que l'autre. Et c'est parti, créer une campagne. Donc là, voilà, félicitations, la campagne est prête. Tu as un petit récap avec tout ce que tu as paramétré, l'annonce, etc. Et on peut accéder à la campagne. Voilà, on a bien notre première campagne ici qui est créée, notre premier groupe d'annonces. Donc moi, je vais revenir à la catégorie, à l'onglet campagne, toutes les campagnes en haut. Je vais cliquer sur campagne ici pour avoir le listing de la campagne que je viens de créer, et je vais la mettre en pause. Ok, maintenant que ma campagne est en pause, je vais pouvoir faire les modifications que je fais habituellement. Tu te souviens, je t'ai parlé tout à l'heure du fait que je segmente mes groupes d'annonces par appareil. Donc là, j'ai commencé à créer tout à l'heure un groupe d'annonces qui s'appelle Vue de vidéo PC. Donc il va falloir maintenant que je fasse le setup pour faire en sorte que ce groupe d'annonces là ne diffuse que sur les PC. Donc je le sélectionne, voilà, et ensuite je vais dans Appareil, et dans Appareil, on voit qu'il y a un ajustement d'enchère à moins 100% pour les écrans TV parce qu'on a désactivé l'affichage sur les écrans TV. On va faire la même chose pour les mobiles et pour les tablettes, pour ne diffuser du coup que sur les ordinateurs. Donc quand on fait un ajustement d'enchère, bien sûr, de 100%,
c'est comme si on avait une enchère voilà, de 0 €. Et donc, on ne diffuse pas sur les appareils que l'on a sélectionnés. Donc, j'enlève aussi sur les mobiles. Et donc là, il ne nous reste plus qu'ordinateur. Et donc, c'est bon, on a bien un groupe d'annonces qui ne va diffuser que sur les PC. Maintenant, je vais revenir au niveau de la campagne. Je vais aller dans le groupe d'annonces pour aller sélectionner le seul groupe d'annonces pour l'instant que j'ai dans cette campagne. Après, si tu te rappelles, encore une fois, j'ai un groupe d'annonces pour les PC, mais j'ai aussi un groupe d'annonces pour les mobiles et les tablettes. Là, ce que je vais faire, pour aller plus vite, c'est que je vais sélectionner le groupe d'annonces, je vais cliquer ensuite sur modifier, copier. Donc là, on va attendre. Normalement, il y a un petit message qui va s'afficher en bas de la fenêtre pour préciser, enfin pour confirmer que le groupe d'annonces a bien été copié. Voilà. Et ensuite, je vais faire modifier, coller. Ce qui est bien, c'est que on va au-delà de l'étape de création d'un nouveau groupe d'annonces. On passe cette étape-là et on va tout de suite à l'essentiel. On garde le même paramétrage et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Bon, là, il y a un bug d'affichage. Normalement, il n'y en a qu'un qui devrait s'afficher. Voilà, donc on a bien un deuxième groupe d'annonces qui s'est affiché, donc avec un dièse 2 parce qu'on ne peut pas avoir dans la même campagne deux groupes d'annonces qui portent exactement le même nom. Donc ce qu'on va faire dans tous les cas, c'est qu'on va le renommer. Donc, moi, je vais l'appeler mobile tab pour mobile tablette. Il faut bien penser à aller remodifier le paramétrage au niveau des emplacements parce que comme on a fait un copier-coller, ça a conservé exactement les mêmes paramètres que le précédent groupe d'annonces. Voilà, donc on retourne dans les appareils et là on va faire un ajustement qui est différent forcément. On va mettre un ajustement de moins 100% pour les PC et on va laisser les autres vides. Voilà, mobile et tablette, on va les laisser comme la normale. Voilà. Et donc là, on a bien un groupe d'annonces. On est bien sur mobile tablette et on diffuse uniquement sur les mobiles tablettes. Voilà. Ensuite, on peut faire exactement la même chose. Hein. Je parle du copier-coller. On peut faire exactement la même chose et c'est ce que je t'invite à faire pour les campagnes. Voilà. Donc là, on part d'une campagne. On part de notre campagne que l'on vient de créer. On la copie, modifier, copier. On va attendre que le message s'affiche. Et là, on va faire modifier, coller. Voilà. Tac, coller. Et là, en fait, ça va faire exactement la même chose que pour le groupe d'annonces. La campagne de base va être copier-coller. Donc, ça va beaucoup plus vite pour dupliquer les campagnes et donc dupliquer les ciblages. Hein, parce que si tu as bien compris, là, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver la même structure, la même stratégie d'enchère, le même ciblage. On va recibler la France, on va rester sur maximiser les conversions. Sauf que là, au lieu de cibler les vues de vidéo, on va choisir un autre ciblage. Donc là, par exemple, je vais mettre audience sur le marché, par exemple. Voilà, je vais supprimer le dièse 2 à la fin. On enregistre. Et là, il faut bien toujours penser à aller modifier, bien entendu, la campagne que l'on vient de coller pour que ça corresponde à ce qu'on veut faire. Voilà, donc là, je vais juste modifier le ciblage. Donc je vais enlever le ciblage actuel. D'ailleurs, ce n'est pas dans les paramètres, c'est dans les audiences. Voilà, donc je vais aller dans les audiences parce que c'est là où justement j'ai ajouté les audiences vues de vidéo. Donc là, on va aller dans les audiences et on va changer les audiences que j'ai mis. On va supprimer celles que j'ai indiquées pour la précédente campagne. Voilà. On va les supprimer. Tac. Donc là, j'ai plus aucune audience. Donc maintenant, je vais aller dans le premier groupe d'annonces mobile tablette. Je vais ajouter des types d'audience. Et je vais choisir une audience sur le marché.
Alors là, donc les audiences sur le marché, il y en a plein, voilà, qui sont classées par grandes catégories. Donc, par exemple, admettons que, je sais pas, moi je vende des produits voilà, pour enfants, enfin que je cible euh, les mamans, enfin les mères de famille, eh ben, je peux très bien cibler des internautes qui recherchent des vêtements pour bébés et tout petits. Voilà, et j'enregistre. Voilà, donc là je peux très bien aussi renommer le groupe d'annonces. Je vais mettre market parce que c'est sur le marché, bon c'est en anglais, mais après, toi de ton côté, tu l'appelles comme tu veux, vêtements pour bébé, voilà, pour que je puisse m'y retrouver facilement. Et je ferai la même chose pour l'autre groupe d'annonces. Donc si tu as suivi un peu, si tu as compris la thématique, en fait c'est très simple. Le but c'est de créer une première campagne de base et ensuite c'est de la dupliquer en changeant uniquement le ciblage si jamais tu fais comme moi et que tu veux segmenter chaque campagne par ciblage. Avant de te laisser, j'aimerais te montrer comment tu peux naviguer déjà dans l'interface et ensuite quoi regarder pour optimiser tes campagnes une fois que tu commenceras à accumuler de la donnée. Alors, là tu vois, tu as plusieurs colonnes. Je t'en ai déjà parlé un petit peu, enfin tu as déjà vu comment j'ai fait lorsque j'ai créé et dupliqué les campagnes. Donc si tu as plusieurs campagnes sur différents réseaux, et que tu veux voir les performances de tes campagnes vidéo, bah, tu vas dans campagne vidéo, puis l'onglet campagne pour voir lister toutes les campagnes vidéo que tu as créées. Donc ensuite, ce que je t'invite à regarder surtout, c'est la colonne conversion. Si toi, tu veux générer du lead, hein, cette colonne-là, tu peux ensuite, tu vois, en cliquant sur le haut de la colonne, classer par nombre de conversions, par ordre croissant, décroissant, tu peux faire exactement la même chose pour le coût par conversion qui est en fait le coût par lead. Voilà, donc le coût par conversion, si jamais l'objectif de ces campagnes-là c'est de générer du lead, eh ben, le but c'est d'optimiser et de diffuser en priorité celles qui ont un coût par conversion faible et à l'inverse de restreindre la diffusion, voire de couper celles qui ont des coûts par conversion qui sont trop élevés, qui sont au-delà de ton objectif. Donc quand tu fais du lead, encore une fois, le coût par conversion, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc ça, c'est pour les optimisations, enfin c'est pour surtout quoi regarder quand tu es au niveau de la gestion de tes campagnes, au niveau des optimisations. Donc tu vois, le budget ensuite, tu peux le régler très facilement en cliquant sur le bouton là, individuellement, campagne par campagne. Ensuite, quand tu vas dans une campagne, donc tu peux très bien le faire en cliquant dans le listing ici, tu peux aussi le faire en cliquant sur le listing des campagnes dans la colonne de gauche ici. Donc pour les paramètres, donc tu vois on a réglé les paramètres au début mais tu peux très bien les retrouver ici. Et donc si tu veux modifier un ciblage, si tu veux modifier une stratégie d'enchère, hein, par exemple si tu vois que cette campagne là, elle obtient de bons résultats, elle a beaucoup de volume de conversion mais que tu veux maîtriser un petit peu plus le coût par conversion, tu peux changer la stratégie d'enchère ici et passer sur du CPA cible. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le CPA cible, c'est d'autant plus pertinent que tu as beaucoup d'historique de conversion. Là, je ne vais pas le faire, mais c'est ici que ça se fait. Tu vois, pareil pour la zone géographique, pour les langues, pour les types d'inventaire, tout ça, tu peux tout paramétrer lorsque tu cliques sur la campagne qui t'intéresse, puis paramètres. Au niveau des annonces, alors les annonces, quand tu fais des campagnes sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est de varier, d'optimiser, donc de changer tes clips publicitaires au fil du temps. C'est comme sur Facebook, ce qui se passe, c'est que les gens, à force de voir et de revoir toujours le même clip publicitaire, il y a ce qu'on appelle de la fatigue, de la fatigue en fait qui va s'instaurer, ce qui fait que tes performances vont avoir tendance à décroître avec le temps. Donc ce que je te conseille, encore une fois, c'est de varier les clips, d'en rajouter au fil du temps. Donc pour supprimer, modifier, rajouter des annonces, il faut se mettre sur le groupe d'annonces que tu souhaites modifier, puis annonce et extension, puis annonce. Et là tu vois, tu as un petit bouton plus et tu peux, à partir de là, rajouter une nouvelle annonce. Tu peux aussi modifier une annonce existante en cliquant à chaque fois sur le stylo, ici. Ensuite, si tu veux modifier les ciblages, alors les ciblages, je t'en ai parlé, il y en a plusieurs, donc là, il y a déjà le ciblage par audience, qui est vraiment l'un des ciblages les plus importants. Donc c'est ici, quand tu veux modifier, par exemple,
l'audience de ce groupe d'annonces-là, audience, puis audience pour modifier les audiences. Si jamais tu as une campagne et tu veux cibler par mots-clés, le ciblage par mots-clés, c'est juste au-dessus. Donc, tu dupliques pareil ta campagne, tu vas sur le premier groupe d'annonces, tu cliques sur mots-clés, et là, tu peux rajouter une liste de mots-clés, pareil, en cliquant sur le bouton plus ici. Maintenant, ce qu'il y a aussi de très important, et dont je ne t'ai pas encore parlé là, mais ce sera la dernière optimisation à mettre en place avant de pouvoir lancer les campagnes, ce sont les exclusions. Alors les exclusions, c'est tout aussi important que le ciblage que tu vas paramétrer dans ta campagne. Donc les exclusions, ce sont les gens dont tu ne veux pas, vers lesquels tu ne veux pas diffuser tes campagnes. Et c'est tout autant important que la diffusion parce qu'il y a moyen que tu perdes pas mal d'argent si jamais tu ne fais pas les paramètres qui s'imposent. J'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs pour justement ne pas payer pour des vues inutiles. Je te mets le lien en haut à droite de l'écran, mais je te rappelle déjà la base de ce qu'il faut faire pour limiter la diffusion de tes campagnes sur des chaînes et des vidéos en fait à faible valeur ajoutée. Donc ce que j'appelle vidéos et chaînes à faible valeur ajoutée, c'est notamment les chaînes musicales, les playlists, parce que la plupart des internautes, quand ils sont sur YouTube et qu'ils veulent diffuser de la musique, ils lancent une playlist en mode passif, après ils ne restent pas devant leur écran à visionner les pubs, donc ça ne sert à rien de diffuser tes publicités sur ce genre de vidéos. Et il y a aussi les chaînes pour enfants, c'est en plus, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en confinement pendant le coronavirus, et donc il y a sûrement beaucoup de parents qui sont bloqués chez eux avec leurs enfants et qui prêtent du coup leur tablette ou leur téléphone à leurs enfants. Et donc, ce que font les enfants, c'est qu'ils vont sur les chaînes qui les intéressent, donc tout ce qui est dessins animés, etc. Et donc, il y a de fortes chances, si tu ne fais pas les bons paramètres, que tes publicités soient diffusées pour des enfants et non pour les parents. Donc, ce qu'il faut faire pour chaque campagne, c'est du coup d'aller dans des thèmes. Donc, les thèmes, ça fait également partie d'un type de ciblage dont je t'ai parlé, les ciblages de contenu. Il y a les mots-clés, il y a les thèmes également. Et donc, tu vois, tu peux non seulement ajouter des thèmes à cibler. Donc, si tu veux cibler des thèmes, tu vas dans thèmes. Mais tu peux également exclure des thèmes. Et là, c'est ce qu'il faut faire ici si tu veux vraiment éviter de payer pour des vues inutiles. Tu te mets sur la campagne correspondante, tu vas dans exclusion au niveau des thèmes. Et là, tu vas pouvoir exclure des thèmes. Si jamais ma connexion internet me le permet, voilà. Exclusion de thèmes, tu vois, tu vas exclure au niveau de la campagne. Et là, tu vas aller dans art et divertissement et tu vas exclure tout ce qui est bande dessinée et animation. Donc ça, c'est les chaînes pour enfants, et musique et audio, ce sont les chaînes et vidéos musicales. Et tu enregistres. Et on va faire ça également pour la deuxième vidéo. Donc une fois que c'est fait, tu peux retourner dans campagne. Et là, logiquement, tu as tout bien paramétré. Tu peux activer tes campagnes pour commencer à diffuser. Ça y est, nous voilà à la fin de ce tutoriel sur YouTube. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne. Tu trouveras le bouton juste en dessous. Et également à t'inscrire à mes emails privés. Ce sont des emails que j'envoie chaque semaine à tous mes contacts et dans lesquels je donne des conseils exclusifs sur la manière dont tu vas pouvoir faire exploser tes résultats si jamais tu fais de la publicité sur Internet et en particulier sur Google. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.